Nous avons dû rester au centre du village pour les accueillir lors de leur arrivée. Le Hezbollah a organisé un défilé. Ils nous ont dit « Nous sommes le nouveau shérif en ville ». La majorité du public libanais, chrétien, musulman, druze, s'oppose au Hezbollah. Avec moi en studio aujourd'hui se trouve mon ami Yonatan El-Khouri, une experte des relations Israël-Liban avec une histoire incroyable. Yonatan, bienvenue. Oui, merci de m'avoir invité, Flair. Yonatan, je pense que beaucoup de gens, maintenant qu'ils voient ce qui se passe avec le Liban, ne comprennent pas vraiment tout le contexte et l'histoire entre Israël et le Liban. Tu es une Israélienne chrétienne libanaise. Donc, tout cela se reflète dans la manière dont tu as grandi. Alors, partage avec nous un peu comment tu as grandi, où tu as grandi et tes réflexions sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui, eh bien, je dis toujours que ma cause est celle de l'armée du Sud-Liban. Mon père a servi dans l'armée du Sud-Liban, qui a été créée en 1982 avec l'aide d'Israël et aussi du gouvernement libanais de l'époque, qui voulait lutter contre l'OLP qui occupait notre territoire. Et puis l'arrivée du Hezbollah, sur ordre direct de l'Iran, a commencé à occuper des territoires libanais et à utiliser ces territoires pour combattre Israël, et aussi contre les communautés chrétiennes libanaises, sunnites et druzes de ce territoire. Donc, l'armée du Sud-Liban était principalement une armée arabe chrétienne dans le sud du Liban pour combattre essentiellement les terroristes palestiniens. Au final, c'était presque la moitié du Liban, avec des musulmans, y compris des chiites. Des musulmans chiites. Les musulmans chiites, les chiites, c'est quelque chose que les gens ont oublié historiquement, que la communauté chiite du sud du Liban, c'était eux qui ont accueilli les FDI quand ils ont envahi le sud du Liban à la fin des années 70, au début des années 80. C'était la communauté chiite qui a jeté du riz et des fleurs aux FDI parce qu'ils disaient « Voici notre sauveur qui vient nous aider à survivre face à la tête du serpent, qui était à l'époque Yasser Arafat et l'organisation terroriste de l'OLP. » Il les avait tellement terrorisés. Donc, en gros, l'OLP s'est installé dans le sud du Liban et a commencé à terroriser les habitants du sud du Liban qui étaient jusque-là pacifiques. Remettons cela en perspective historique. Regardons la relation entre le Liban et Israël. Quand on regarde l'histoire, il n'y a eu qu'une seule guerre entre le peuple libanais et le peuple israélien, entre le gouvernement libanais et l'armée libanaise et les FDI nouvellement créés. C'était en 1948 sous la pression des pays arabes qui entourent ce territoire, Israël et aussi le Liban. Il y avait beaucoup de pression sur le Liban pour qu'il rejoigne la grande attaque contre l'État juif nouvellement né ou rétabli. Et le Liban a rejoint pendant une courte période. Ils ont même envoyé, je crois, 1 millier de soldats, rien de majeur. Et ensuite, en 1949, ils ont officiellement signé une UDNA de cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Et ils n'ont pas participé aux guerres de 67 et 73, d'accord? Eh bien, C'est incroyable. oui. Il n'y a aucune trace de combat entre les Libanais et les Israéliens, sauf en 1948. Donc, il ne s'agissait que d'occupants étrangers, d'occupants islamistes, ou, eh bien, dans le cas des Palestiniens, c'était simplement des terroristes dirigés par les gangsters d'Arafat. Ils voulaient faire du Liban leur nation, si l'on peut dire. Oui. Ils considérèrent le Liban comme faisant partie du monde arabe, même si le Liban s'est toujours opposé à cela. Le Liban a longtemps refusé de s'appeler République arabe du Liban, préférant République du Liban, car de nombreux Libanais ne se voient pas comme membres du monde arabe. Oui, notre langue est l'arabe. Mais historiquement, quand on regarde la population libanaise, elle remonte à avant l'occupation islamique du Moyen-Orient et avant que les islamistes ne nous forcent à nous convertir à l'islam ou à parler arabe et à payer la jizya pour rester en vie. On remarque ici un schéma récurrent Ah oui, Darama. de la colonisation par les islamistes du Moyen-Orient, et aussi le Liban avait une énorme population chrétienne, non? 50% ou quelque chose comme ça? Oui, au moment où le Liban a été établi et a obtenu son indépendance du mandat français, il y avait environ 51% de la population générale du Liban qui était chrétienne. Cependant, comme nous l'avons constaté au fil des années, l'utilisation répétée des territoires libanais pour des guerres étrangères à toute cause libanaise persiste. En ayant un front de l'OLP dans le sud du Liban, ce qui a conduit Israël à envahir le Liban et à y rester pendant 18 ans, et ensuite avec le Hezbollah en 2006 et en 2023,
lorsqu'ils ont rejoint le Hamas le 8 octobre, un jour après le massacre. Et maintenant, le 2 mars, lorsqu'ils ont décidé de rejoindre la République islamique d'Iran et de conduire le Liban vers une autre catastrophe qui n'a rien à voir avec le Liban. Donc, revenons à votre histoire. Votre père combat dans l'armée du Sud-Liban contre essentiellement des terroristes palestiniens qui s'emparent des terres libanaises. Que se passe-t-il? Donc, mon père était très jeune à l'époque, et après que l'OLP, au début des années 70, ait été expulsé de Jordanie, c'est aussi un autre schéma. Ils ont essayé de renverser le roi de Jordanie à 2 reprises. Ils ont tenté d'assassiner le roi de Jordanie. Et ensuite, le roi de Jordanie s'est dit « Je ne veux pas d'eux sur mon territoire ». Alors, ils les ont expulsés. Mais ils avaient besoin d'avoir une sorte de façade, parce que sinon, pourquoi existe-t-il au juste? Pour détruire l'État d'Israël? Bien sûr. Donc, avec l'accord du Caire, c'était essentiellement un accord entre des pays arabes et certains dirigeants corrompus à l'intérieur du Liban qui ont accepté d'accueillir l'organisation terroriste palestinienne sur leur territoire. Et en gros, comme nous le voyons aujourd'hui, l'histoire se répète en ce qui concerne le Liban ou ce qui se passe avec des forces étrangères utilisant le Liban comme rampe de lancement ou comme, on peut dire, Comme une base. comme une base, exactement, comme une base pour opérer contre Israël. À l'époque, l'OLP a commencé à occuper des territoires dans le sud du Liban et à utiliser ce territoire pour mener des attaques contre Israël avec des missiles, des attaques terroristes, ainsi que des enlèvements de civils israéliens. Et c'est ainsi que la première guerre du Liban a commencé. Oui, jusqu'alors, le Liban et Israël n'avaient aucun problème l'un avec l'autre. Il régnait beaucoup de calme dans ces 2 territoires. Donc, ton père combat dans cette guerre. Et à un moment donné, en 2000, je crois, en 2000, un Israël décide de retirer ses troupes du sud du Liban parce que nous avons éliminé la menace, pas vraiment, ou peut-être parce que les gens sont fatigués de la guerre. Oui, eh bien, il y avait ça en Israël. J'adore quand les gens, par exemple, qui soutiennent le Hezbollah ou qui détestent Israël, ignorent ce fait. Au bout du compte, la seule raison pour laquelle Israël a quitté le sud du Liban, c'est à cause de la pression interne sur le gouvernement israélien pour retirer les troupes du sud du Liban. Parce qu'il y avait, vous savez, quand on en parle, il y a eu environ 450 soldats tombés pendant une période de 18 ans. Il y avait des combats constants et les Israéliens, avec le mouvement des mers, ont essentiellement poussé le gouvernement israélien à se retirer. Eh bien, il y avait aussi un gouvernement plus à gauche qui arrivait. Ehud Barak l'a fait. Ehud Barak, oui. Et aussi, les gens ne voulaient pas du Liban. Absolument. C'était une promesse électorale. Et aussi, les gens ne voulaient pas, enfin, les gens appelaient le Liban le Vietnam d'Israël. Et ils ne voulaient pas rester enlisés là-bas pour toujours. Le bourbier libanais, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Le bourbier libanais. Ils sont entrés et sont restés coincés des années dans le bourbier libanais. Alors, que se passe-t-il quand Israël se retire? Qu'arrive-t-il à l'armée du Liban Sud? Eh bien, l'armée du Liban Sud s'est immédiatement effondrée parce qu'il n'y avait aucun transfert de pouvoir ni aucune organisation du territoire pour qu'il soit repris par l'armée du Sud-Liban. Je souhaite maintenant donner quelques remarques historiques sur la création de l'armée du Liban Sud, Oui. parce que beaucoup de gens, et je reçois ça presque tous les jours, disent que je suis un traître, que l'armée du Liban Sud était contre le Liban ou contre le gouvernement libanais. Mettons les choses au clair. Super. Au bout du compte, l'armée du Sud-Liban a été créée par des nationalistes libanais qui voulaient lutter contre l'occupation de l'OLP dans le sud du Liban et contre la Syrie qui occupait le Liban jusqu'en 2005. Et puis, en 82, lorsque Hezbollah a été entièrement financé par la République islamique d'Iran et a commencé à agir contre les Libanais et contre Israël, ils ont combattu contre l'occupation de la République islamique d'Iran. L'idée, au fond, c'est que l'armée du Sud-Liban a toujours brandi le drapeau libanais aux côtés du drapeau israélien. La devise était qu'au bout du compte, la guerre était menée pour la paix et le bon voisinage. Ils en avaient assez des guerres. Ils ne voulaient plus que leur territoire soit continuellement utilisé pour combattre Israël, et ensuite Israël devait riposter. Et ensuite, leurs maisons sont détruites, comme nous le voyons aujourd'hui au Liban. Donc, en fait, ils n'ont jamais combattu l'armée libanaise. Ils n'ont jamais combattu le gouvernement libanais. Ils n'ont jamais exercé de pression sur le gouvernement libanais pour qu'il prenne des mesures. Au final, le gouvernement libanais a donné son accord à la création de l'armée du Sud-Liban comme zone tampon, et c'est ce que vous avez suggéré.
une zone tampon qui est contrôlée à 100% par des forces libanaises qui ne sont pas nécessairement l'armée libanaise, mais qui servent aussi de séparation entre les terroristes et la frontière israélienne. C'était essentiellement une armée nationale qui résistait à l'occupation. Exactement. C'est incroyable. D'accord, alors maintenant la guerre se termine. Qu'arrive-t-il à ta famille, Jonathan? Mon père, immédiatement, le jour du retrait, c'était le 23 mai 2000 avec, on peut dire, ma mère. Elle l'a poussé à quitter le Liban parce qu'il y avait une menace majeure sur sa vie et sur celle de nombreux soldats et familles de l'armée du Sud-Liban. Parce que Hassan Nasrallah, que son souvenir ne soit pas béni. Oui, qu'il pourrisse en enfer. Amen, il pourrit sûrement en enfer, avec Kamina et les autres, en train de chauffer. J'aimerais vraiment voir cette réunion quand il y aura beaucoup de vidéos, comme des vidéos d'Ia de Hassan Assalam lançant une chaussure à Sinwal parce que C'est lui qui a tout déclenché. il a commencé à provoquer l'effondrement de l'axe de la résistance. C'est incroyable. À ta mère, car les femmes sont toujours plus intelligentes. Ah ouais. Elle a dit à ton père, partons d'ici parce qu'il va y avoir des représailles. Donc, ma mère est une femme très forte et indépendante. Elle a dit à mon père de partir tout seul. Elle a dit, je reste ici avec mes enfants, avec les enfants, moi et mon frère. Oui. Avec notre famille, comme mes oncles et mes grands-parents qui vivaient à côté de nous parce que la principale menace pèse sur toi, donc tu devrais partir immédiatement. Et Hassan Nasrallah, 3 jours avant le retrait, il a donné 3 options à l'armée du Liban Sud. D'abord, fuir avec l'ennemi vers leur État, soit Israël. L'autre option était de se livrer aux autorités libanaises, mais tous ceux qui l'ont fait ont été tués. Nombre d'entre eux ont subi la torture dans des prisons libanaises, alors contrôlées par le Hezbollah. Certains y sont encore détenus aujourd'hui. Certains d'entre eux ont payé beaucoup d'argent pour essayer de s'en sortir ou pour améliorer leur situation. Et la troisième option était, pardonnez ma franchise, d'être massacré en tenant sa mère dans ses bras. Oh, Mon Dieu, c'est ce que Hassan Nasrallah a proposé comme option. Il a dit, ça peut être une adoption. Donc ton père s'est enfui en Israël. oui, il a traversé la frontière avec. Israël a accueilli les soldats de l'armée du Sud-Liban. Eh bien, au début, Israël ne s'attendait pas à ce qu'autant de Libanais ou de membres de l'armée du Sud-Liban fuient immédiatement. Je crois que les Israéliens ont mal compris la situation. Jusqu'à aujourd'hui, nous disons toujours que la façon dont les Israéliens se sont retirés du Liban n'était pas calculée et qu'ils n'ont pas pris en compte l'armée du Sud-Liban. Et tu sais, c'est vain. Oh oui, 24 heures, c'était un hotback. Maintenant, je comprends les raisons de sécurité derrière cela. Je le comprends à 100%. Ils ne voulaient pas d'un retrait lent pour que le Hezbollah. Oh, oui, je comprends à 100% la logique sécuritaire du retrait rapide. Mais au final, vous n'avez pas conclu d'accord avec le Liban en partant. La Syrie occupait encore le Liban à l'époque. D'ailleurs, je parle toujours de la perspective historique de l'accord du 17 mai 1983. C'était presque l'accord de paix entre le Liban et Israël qui était censé garantir le retrait de la Syrie du Liban en 83 et aussi pour pousser complètement l'OLP hors du Liban et également pour ne pas laisser le Hezbollah continuer à contrôler le territoire lorsqu'ils ont commencé à opérer. Et cela a échoué. Cela a échoué parce que la Syrie n'a tout simplement pas permis au Liban de signer un quelconque accord avec Israël. Oui, et la Syrie était aussi sous le patronage de la République islamique et bien sûr du Hezbollah. D'accord, donc ton père s'enfuit en Israël. Quand est-ce que toi, ta mère et ton frère le rejoignaient? Donc, nous sommes restés au Liban pendant encore 1 an et 3 mois après le retrait. Immédiatement, même pas 24 heures après le retrait d'Israël, le Hezbollah a organisé un défilé dans nos villages. Ils nous ont dit, c'est nous qui faisons la loi désormais. Nous avons soudainement commencé à fermer nos portes à clé. Avant cela, nous ne les fermions pas. Parce que, vous savez, le décor de mon enfance, c'est Tsahal. Nous savions qu'ils étaient là comme alliés pour nous protéger et que nous les aidions. Nous collaborions essentiellement avec eux pour sécuriser notre territoire. Et puis soudain, cette nouvelle vague de terroristes est arrivée et a occupé nos territoires. Soudain, on a commencé à entendre parler de maisons qui étaient cambriolées. Ils ont apporté la criminalité. Ils ont apporté la criminalité, ils ont apporté la terreur, ils ont apporté la peur.
Le premier jour où ils défilaient dans notre village, ce n'était pas seulement un défilé militaire. Il y avait aussi beaucoup de leurs partisans, avec des femmes, des enfants et des hommes qui célébraient et défilaient dans le sud, vous savez, en criant « Nous avons libéré le sud, nous avons été victorieux ». Pendant ce temps, tout le monde a peur. Et oui, on nous a essentiellement forcés à nous tenir au centre du village et à les accueillir pendant qu'ils entraient dans notre village. Et puis je me souviens qu'une famille est entrée dans notre maison. Ils ont demandé à ma mère où étaient les toilettes. Elle a répondu qu'elles étaient en bas, à droite. Au lieu de descendre à droite, ils sont montés dans nos chambres et ont fouillé les bijoux de ma mère. Alors ils se sentaient autorisés à voler, de faire tout ce qu'ils voulaient aux gens. Ils sont venus dans ma chambre. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai une immense collection d'ours en peluche. Et puis ils sont entrés dans ma chambre et ont commencé à prendre les ours en peluche. Non. Heureusement, grâce à Dieu, il y avait des explosions qui se produisaient dans une ancienne base israélienne toute proche. À ce moment-là, ils ont entendu comme si des explosions commençaient. Ils se sont dit « Fuyons ». Alors, ils ont tout jeté par terre. Donc ils ont laissé tes ours en peluche derrière eux? Dieu merci. Dieu merci. Les bijoux de ma mère, mes ours en peluche. Dis-moi quelque chose. Donc d'accord, tu n'es pas triste. Maintenant, je sais quelque chose sur toi que je ne savais pas. J'aime aussi que tout le monde le sache quand j'en parle. Après avoir quitté le Liban, 1 an et 3 mois plus tard, ma mère a compris que mon père ne pouvait pas y retourner. Il ne pourra jamais y retourner. Il ne pourra jamais y retourner car de nombreux Libanais revenus d'Israël ont subi de lourdes conséquences. Femmes et enfants sont battus. Même si quelqu'un avait un enfant de 7 ou 8 ans, quand il atteignait 18 ans, certains d'entre eux se retrouvaient en prison à cause de la décision de leur père. Donc ta famille savait qu'il partait pour Israël avec peu de chances de revenir. Oui, eh bien, ma mère a toujours eu l'intention de peut-être un jour retourner au Liban. Peut-être qu'elle y retournera. Et j'espère que oui. Aujourd'hui, cela semble plus réaliste. Espérons-le, grâce aux changements qui se produisent au Liban dans l'opinion publique. Et aussi ceux qui détestent Israël, beaucoup d'entre eux sont pragmatiques et ils comprennent cela. Au bout du compte, la seule façon pour le Liban de se relever est de prospérer. Et en quelque sorte redevenir la Suisse du Moyen-Orient avec ses incroyables stations de ski, puis aller à la plage l'après-midi. Ils ont besoin de paix, et l'existence d'Israël n'est pas remise en question. Israël est là pour rester. Et beaucoup de Libanais sont maintenant dans cet état d'esprit, même s'ils n'aiment pas vraiment Israël, mais ils comprennent que c'est comme ça que ça doit être. C'est une réalité maintenant. Oui. Alors, Jonathan, raconte-moi ta vie. Quel âge avais-tu lors de ton arrivée en Israël? J'avais 9 ans D'accord. Et où as-tu déménagé? et j'ai déménagé quand nous sommes venus ici. Nous avons immédiatement été placés dans des endroits où la communauté de l'armée du Liban Sud en Israël était installée. Oui. Dans le nord d'Israël, à Naharia, Kiryat Shmona, Akko, pas Akonako, mais Ma'alot et tout ce territoire, et mon père était à Naharia, alors nous sommes allés dans cette incroyable station balnéaire qui avait un chalet. À 2 minutes à pied de la plage, c'était la première fois que j'allais vraiment à la plage. Bien que j'ai visité Saïda et Beyrouth, nous n'allions jamais vraiment à la plage, et nous n'avons pas de plage dans le sud du Liban. Donc, c'était ta première fois à la plage en Israël? Et comment ta famille s'est-elle intégrée et réinstallée en Israël? Donc, je pense que le gouvernement israélien de l'époque a pris des décisions très sages. Au début, il y avait une école spéciale pour la communauté de l'armée du Liban Sud, mais après 1 an et demi, ils ont immédiatement décidé que, d'accord, maintenant nous sommes là pour rester. Et l'intégration devait être beaucoup plus rapide, où il fallait une intégration beaucoup plus poussée à la société israélienne. Mon père a choisi de déménager à Haïfa car c'est une ville mixte. Oui, ma mère ne parle pas hébreu. Mon père parlait à l'époque un peu d'hébreu à cause de son service. Mais il y aurait de nombreuses options dans les écoles arabes où il pourrait travailler avec des Arabes. Mais ensuite, nous nous sommes retrouvés entre 2 communautés, entre la communauté juive, parce que nous ne sommes pas juifs, donc nous ne nous sentions pas faire partie de la communauté juive au début. Et puis la deuxième, c'était la communauté arabe en Israël, qui nous considérait comme des traîtres parce que nous travaillions avec Israël et que nous collaborions, même s'ils sont des citoyens à part entière. À 100%. Ils vous traitent comme des traîtres? Oui. Des membres israéliens du Parlement ont manifesté contre nous parce qu'au début, il y avait l'idée de peut-être nous installer à Nazareth parce que c'est une ville chrétienne et la majorité de ceux qui sont venus ici étaient les chefs. Oui, c'était des chrétiens, les chefs, les officiers et les soldats de l'armée du Sud Liban. Les chrétiens arabes en Israël étaient-ils un peu plus accueillants?
Au début, il existait de nombreux tabous sur nous et peu d'informations car nous n'avions pas de relais médiatique à l'époque. Personne ne parlait en notre nom jusqu'à ce que nous commencions à nous exprimer. C'est ainsi que j'ai fait de cela la mission de ma vie, parler de l'armée du Sud-Liban et des liens entre Israël et le Liban. Parce qu'on connaît mal ce qui se passe au Liban, même au sein du grand public israélien. Ou quelle était la relation avec le public libanais en général? Eh bien, tu fais un excellent travail, Jonathan. Merci. D'accord, donc tu vis en Israël. Tu as essentiellement grandi ici. Est-ce que tu te sens israélienne? Oh, à 100%. Comment t'es-tu intégrée? Comment te sens-tu maintenant en étant dans ce monde alors que tu viens de cet autre monde? Eh bien, je me souviens qu'au début, on me demandait « Comment te décrirais-tu? Es-tu libanaise ou israélienne? » Au début, je pensais devoir choisir car j'ai une carte d'identité israélienne, donc je suis israélienne, plus libanaise. Mais ensuite, en grandissant, j'ai fait mon service national pendant 2 ans, même si, dans la communauté de l'armée du Sud-Liban, on reçoit une convocation de Tsahal. Et le sentiment de servir le pays dans lequel nous vivons est quelque chose qui est vraiment ancré dans nos racines, parce qu'au final, c'est ici que je vis. Ainsi, on retrouve des Libanais qui réussissent partout dans le monde. C'est vrai? Au final, c'est le pays où nous vivons maintenant. Donc, nous sommes seuls. C'est comme les Juifs. C'est comme les Juifs dans différents endroits. Exactement. C'est pour ça que tu peux trouver des présidents au Mexique ou ailleurs qui sont libanais. Ou d'origine libanaise, oui. C'est parce qu'au final, nous faisons partie de la société dans laquelle nous vivons. Nous contribuons à la société. Nous nous intégrons. Nous nous sentons aussi partie de cette société en ce qui concerne la façon dont on se définit soi-même. Mais en même temps, nous nous sentons à 100% libanais. J'ai ma culture libanaise, la nourriture libanaise. Ma langue, après 26 ans passés en Israël, est toujours l'arabe libanais. Bien sûr, c'est ta langue maternelle. Même si je n'ai presque personne avec qui parler, je continue à la pratiquer parce que c'est vraiment important pour moi de garder ce lien avec mes racines. C'est quelque chose que beaucoup de Juifs, par exemple, comprennent très bien quand j'en parle. Je trouve que Libanais et Juifs se ressemblent beaucoup. Oh oui. Quand j'ai rencontré des Libanais à Dubaï, j'ai vraiment senti qu'on se ressemble beaucoup à bien des égards. Eh bien, maintenant, pendant la guerre, tu comprends à quel point nous nous ressemblons encore plus? Parce qu'au final, tu verras les fêtes dans les bunkers à Tel Aviv. Ils font la même chose à Beyrouth. À Beyrouth, on continue de fréquenter les bars dans les zones non ciblées car le Hezbollah n'y utilise pas ses territoires pour attaquer Israël. Tu les vois essayer quand même de plaisanter sur ce qui se passe. Ouais, Ils ont une résilience similaire. tout à fait. Bien sûr, la joie de vivre, nous voulons une belle vie. La devise libanaise est Badla Naïch, nous voulons vivre. Exactement. D'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a amenés à cette situation parce qu'ils ne voulaient pas affronter le Hezbollah au début. Ils voulaient juste qu'on les laisse tranquilles, vivre leur vie, pouvoir prospérer. Et peut-être qu'ils espéraient que de cette façon, le Hezbollah ne pourrait pas contrôler trop le Liban et entraîner le Liban. Personne n'imaginait que le Hezbollah au Liban, que le Hezbollah pourrait entraîner le Liban dans des guerres qui n'ont rien à voir avec la cause libanaise. Donc, Jonathan, certains d'entre eux ont compris cela au début. Ce n'était pas 100% iranien. c'est possible. Jonathan, ramène-nous à aujourd'hui. Que se passe-t-il? Pourquoi? Je veux dire, maintenant tu nous as expliqué et nous savons que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre contre nous le 8 octobre pour laquelle nous avons un cessez-le-feu. On peut l'appeler comme ça. C'est une blague de 2024. Et maintenant encore, il y a 2 semaines, ils ont décidé de rejoindre cette guerre parce que, bien sûr, leurs parrains à Téhéran s'y attendent puisqu'ils les financent et les soutiennent. Et ils les ont essentiellement créés. Qu'est-ce qui est différent, Jonathan, dans ce qui se passe en ce moment avec le Liban? Je pense que la différence, c'est d'abord le soutien majeur au Liban contre le Hezbollah. Je ne dis pas que les Libanais sont heureux de voir le Liban et le territoire libanais être bombardés par Israël, mais je les vois heureux que le Hezbollah devienne de plus en plus faible. On peut aussi le voir dans la rue libanaise, où les gens se sentent beaucoup plus en sécurité pour sortir et parler contre le Hezbollah. C'est quelque chose que, par exemple, il y a 5 ans, on ne voyait pas dans la rue libanaise, sauf peut-être 1 ou 2 exceptions.
Donc, l'affaiblissement du Hezbollah par Israël en 2024, où nous nous sommes débarrassés de Nasrallah, Dieu merci, ainsi que de nombreux autres hauts dirigeants, a affaibli leurs capacités. Cela a permis au peuple libanais de se sentir un peu plus en sécurité pour critiquer. Oh, à 100%, je pense que c'était une décision incroyable. Et aussi, l'élimination de Hassan Nasrallah est énorme. En fait, ce n'est pas seulement énorme, mais cela a presque complètement brisé les chaînes des Libanais qui avaient peur de parler contre le Hezbollah. Je me souviens avoir vu une vidéo d'une personne chiite juste après l'élimination de Nasrallah. Il a dit que l'assassin a été assassiné parce que Hassan Nasrallah était celui qui tirait les ficelles au sein du Hezbollah. Il contrôlait le Hezbollah d'une main de fer, mais il était aussi intelligent. On ne peut pas dire qu'il était charismatique. Un leader intelligent. Les gens disent même qu'il avait une influence incroyable à Téhéran. Oh oui, à 100%. Il était très proche de l'ayatollah. Ils accordaient beaucoup d'importance à son avis. Oui, à 100%, il a vraiment été formé par la République islamique d'Iran. Au Liban, au début, c'est aussi quelque chose que les gens ne savent pas vraiment. Mais la communauté chiite au Liban était très divisée au Liban pendant les années 70 et 80. Il y avait des affrontements constants entre le Hezbollah et Amal à l'époque. Ils se battaient littéralement dans les rues les uns contre les autres parce qu'ils considéraient le Hezbollah comme beaucoup plus radical. Ils considéraient également le Hezbollah comme une entité étrangère qui était contrôlée à 100% par la République islamique d'Iran. Et Hassan Nasrallah était considéré comme ayant des opinions très extrêmes. Parce que lui aussi, dans ses premiers discours, a déclaré que le Liban devait devenir un califat chiite faisant partie de la République islamique d'Iran sous l'autorité de l'ayatollah, selon le principe du velayat et faqih. C'est ainsi qu'il l'appelle, donc les gens les considéraient comme le guide suprême. Donc les gens les voyaient comme un occupant étranger. Et puis ils ont commencé à éliminer les citoyens libanais qui s'opposaient à eux. Ils ont déclenché une petite guerre civile au Liban lors de l'occupation de Beyrouth en 2008. Plus de 70 Libanais, dont beaucoup étaient chrétiens, ont été tués lors de cette mini-guerre civile. Nombre d'entre eux étaient aussi des musulmans chiites qui refusaient de laisser le Hezbollah contrôler ces territoires. Et puis à la fin, la communauté chiite, avec le chef du parti politique Amal, Nabi Berri, qui est aussi le président du Parlement depuis plus de 30 ans, a signé un accord avec eux et a essentiellement formé cette coalition de chiites au Liban. Mais la communauté chiite au Liban, et on en voit la preuve aujourd'hui, n'est pas unie à 100% derrière le Hezbollah. Donc, mais Jonathan, ce qui embrouille beaucoup de gens, je pense, avec le Liban, c'est qu'il y a le Hezbollah d'un côté et le gouvernement libanais de l'autre. Et le gouvernement libanais n'a pas réussi, peut-être qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas, à reprendre le contrôle de son pays des mains du Hezbollah. Le Hezbollah est devenu un État dans l'État tout en faisant partie du gouvernement. Plus puissant que l'État. Donc, leur armée, l'armée du Hezbollah, a été plus forte que l'armée libanaise. Oh oui, à 100%. Le premier ministre doit être approuvé par le Hezbollah ou au moins être quelqu'un avec qui ils peuvent coexister. Le Liban est-il une démocratie? Oh, le Liban est à 100% une démocratie. Je dirais cependant que c'est une démocratie qui n'a pas pu exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et le Hezbollah a utilisé cette démocratie pour accéder au pouvoir depuis les années 90. La confrérie des frères musulmans fait de même. Dans ce cas, Ce sont les chiites. ils sont très intelligents pour jouer à ce jeu. C'est pourquoi Hassan Nasrallah, c'était la décision de Hassan Nasrallah en 1991 après avoir pris le pouvoir en tant que chef du Hezbollah. Il a alors décidé, d'accord, l'accord de Taïf a été conclu au Liban pour mettre fin à la guerre civile et essentiellement pour réorganiser le Parlement libanais. Le système politique. Le système politique, oui, comment dire, la constitution du Liban. Oui. Ils ont modifié le Parlement et ses représentants, le rendant moitié-moitié alors qu'il y avait auparavant une majorité chrétienne. Et après cela, c'était exactement moitié chrétien et moitié non chrétien. Et ensuite, la façon dont les postes politiques allaient être répartis entre le président, le premier ministre, le président du Parlement, et ainsi de suite. Et Hassan Nasrallah, avec des décisions très intelligentes, a dit « D'accord, je ne peux pas continuer à agir comme une milice de guérilla au Liban parce que sinon je suis condamné. » Ensuite, ils ont créé une structure politique beaucoup plus large
They legitimize themselves à travers la politique. Et puis, ils ont dit, attendez une minute, nous représentons la communauté chiite. Donc, si vous êtes contre nous, êtes-vous maintenant contre la communauté chiite? Donc, ils ont en quelque sorte se sont tellement intégrés à la communauté chiite que s'opposer au Hezbollah revient désormais à s'opposer à celle-ci, alors qu'en réalité, c'est très différent. Quelle est la taille et le pourcentage de la communauté chiite au Liban? Les suppositions existent car aucun recensement n'a eu lieu au Liban depuis les années 30. Les Libanais, surtout les chrétiens, s'y opposent, craignant un bouleversement de la composition du Parlement. C'est ça. On estime que c'est environ 30 à 35 oui, et 30 à 35 de sunnites, puis le reste sont des chrétiens et un peu de druzes. Oui. Je pense que c'est surtout la communauté chrétienne qui a diminué au fil des années. Je crois qu'elle est passée de 50 comme on l'a dit, à environ 20 peut-être. Oui, il y a plus de, je crois, 5 millions, peut-être 6 millions de Libanais rien qu'au Brésil. D'accord? C'est de cela qu'on parle, ce sont des chrétiens. J'ai vu ça. Ils ont construit des hôpitaux. Ils ont fait des choses incroyables, Oui, ils ont beaucoup de succès. très prospères. Une grande partie de l'économie du Liban aujourd'hui dépend du succès de la diaspora libanaise, car elle est très liée au Liban et elle se soucie du Liban autant que les Libanais ici en Israël. Nous aimons Israël, sommes 100% israéliens, mais nous nous soucions aussi de l'avenir du Liban. Eh bien, bien sûr. Oui. Alors maintenant qu'ils ont décidé de participer à cette guerre en étant plus affaiblis, sans leur chef légendaire, Nasrallah, ils ont un nouveau gars, Qassim. Ce n'est pas une bonne personne. Pourquoi les gens l'aiment-ils dans le très naïm? Il n'est pas si naïm. Naïm Qassim est le nouveau chef. Il n'est pas considéré comme une figure forte ou charismatique, certainement loin d'être au niveau de Nasrallah. Et pourtant, c'était un homme religieux depuis environ 60 ans. Il n'est pas vraiment versé dans les affaires de l'État ni dans le domaine militaire. Exactement. Ce n'est pas un homme d'État, il était juste. Bien que l'on puisse voir une amélioration depuis son tout premier discours, il était dans une sorte de placard. Il transpirait, il marmonnait. Oui, Et il continue. Contrairement à Hassan Nasrallah, il lit sur une feuille. Oui, Hassan Nasrallah. oui, c'était un type charismatique à la Hitler. D'accord. Donc, Ah, 100%. non, écoute, Hitler était aussi charismatique. Comment a-t-il réussi à l'obtenir? Il a une rhétorique en arabe, la façon dont il prononce ses discours. Je connais beaucoup de gens, par exemple, dans l'armée, pour qui le Liban était leur dossier, et ils devaient passer par tous les discours de Hassan Nasrallah. Ils me disent, genre, on regrette les jours des discours de Hassan Nasrallah parce que c'était vraiment quelqu'un qui savait parler. Ouais. Ouais, eh bien, c'est comme ça que beaucoup de gens comme Hitler sont devenus puissants. Exactement. C'est comme ça que beaucoup de ces personnes deviennent puissantes. D'accord? Donc maintenant, nous avons un Hezbollah affaibli qui combat Israël. Mais ce qui est différent, c'est que, au moins dans mon cas, je ne parle pas la langue. Mais d'après ce que je peux voir, pour la première fois, il y a un véritable élan de Libanais qui disent « ce n'est pas notre guerre ». Nous ne voulons pas de ce conflit. Vous nous y avez entraînés. Et même si 1 million de personnes ont été déplacées et ont quitté le sud du Liban, ils ne blâment pas Israël. D'ailleurs, cela m'a vraiment surpris. Je dis ça depuis que je suis en vie. Je dis qu'au final, tout ce qui se passe au Liban, c'est à cause du Hezbollah depuis les 30-40 dernières années. C'est vrai. La seule raison pour laquelle Israël intervient au Liban, c'est uniquement à cause de ça, parce qu'ils nous ont attaqués. Exactement. Et pour être honnête avec toi, je suis aussi très content de voir les médias libanais. Il y a des médias libanais indépendants. Par exemple, il y a quelques jours, MTV est une chaîne de télévision chrétienne indépendante au Liban, l'une des 3 principales. Elles font généralement partie des chaînes de télévision les plus regardées au Liban. Ils ont publié un reportage sur la question. La relation entre le Liban et Israël, est-ce vraiment un état de guerre comme on nous l'a toujours dit? Ils ont ensuite retracé l'histoire. Quand et pourquoi Israël est-il intervenu au Liban? Donc, c'est quelque chose qui a complètement changé la façon dont les Libanais voient Israël, la façon dont les Libanais parlent du Hezbollah et perçoivent l'état de guerre dans lequel nous sommes actuellement. Et j'ai constaté depuis le début de cette dernière guerre, même si je l'avais déjà vu le 8 octobre, que plus de la moitié du public libanais était contre la guerre. Vraiment? Et il y a eu une enquête réalisée en juin dernier par, je ne me souviens plus du nom de l'enquête, l'institution. Je peux te l'envoyer plus tard. Tu pourras l'ajouter à l'épisode.
Mais plus de la moitié du public libanais veut démanteler les armes du Hezbollah. La communauté chrétienne, la communauté druze, la communauté musulmane sunnite et dans la communauté chiite, Les soutiens. c'est environ 70 à 80 de soutien au Hezbollah. Donc seulement les chiites. 70% de 30%, Exactement. Donc c'est énorme. énorme. Ce sont des chiffres qui n'étaient pas très connus au Liban de voir ça. Enfin, la peur des Libanais. Et aussi, ce que je vois, et c'est quelque chose que je pense qu'Israël devrait s'en saisir et l'adopter. Parce qu'au bout du compte, le gouvernement qui est actuellement au Liban est le seul et le tout premier gouvernement indépendant depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Vraiment? Surtout après la chute de l'indépendant. Je veux dire indépendant, c'est-à-dire sans qu'Assad interfère dans la politique libanaise, ni ne contrôle les décisions que prenait le Parlement libanais, parce qu'Assad, jusqu'au jour où il a fui la Syrie, contrôlait toujours le Liban. Il continuait d'assassiner des personnalités politiques au Liban qui refusaient l'implication du Hezbollah et d'Assad dans la politique libanaise. Un mois avant son abdication, je ne sais pas comment appeler ça, sa fuite de Syrie, Il a fui. il assassinait encore des personnalités politiques et des militants libanais. L'une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à se débarrasser d'Assad est l'affaiblissement du Hezbollah après la guerre avec Israël. Donc, cela a déclenché un énorme effet domino. Oui. Donc, et aussi depuis octobre 2023, nous entendons cela, même si c'était un gouvernement temporaire parce qu'il n'y avait pas de président à ce moment-là. Lorsque Hezbollah a commencé à attaquer Israël le 8 octobre, nous avons commencé à entendre des voix au sein du gouvernement libanais, du ministre des Affaires étrangères à d'autres ministres, dire que nous ne voulons pas d'implication iranienne au Liban. C'était la première fois que l'on voyait les signes d'un début d'une certaine forme de souveraineté au sein du gouvernement libanais. C'est pourquoi, lorsque l'on me demande pourquoi les Libanais n'ont pas fait assez, ou pourquoi ils n'ont pas agi plus rapidement pour démanteler ou désarmer le Hezbollah, je répondrai que le gouvernement libanais ne sait toujours pas vraiment comment se comporter comme un État souverain normal. Donc, à ce sujet, vous savez. Ils font preuve de grande clémence envers les Libanais. Par exemple, je sais que j'ai aussi entendu cela de la part de Libanais qui me disent que vous êtes trop indulgent avec le gouvernement libanais. Mais vous avez cela parce que le gouvernement a été vivement critiqué par le public libanais ces dernières semaines, ces 3 dernières semaines, parce qu'ils n'ont pas agi assez rapidement. Ce ne sont pas seulement les Israéliens qui sont en colère contre le gouvernement libanais. Beaucoup de Libanais se posent de grandes questions sur le président et les premiers ministres. Pourquoi nous avez-vous menti? Ils disent cela aussi au chef de l'armée au Liban. Avez-vous menti lorsque vous avez dit que vous aviez le plein contrôle du sud du Liban, au sud du fleuve Litanie, parce qu'ils l'ont annoncé en juin 2020? Eh bien, Ils ont également convenu qu'ils allaient commencer à désarmer le Hezbollah alors qu'ils n'ont rien fait de tel. Ma question pour vous, je dirais qu'ils ont fait quelque chose, mais pas assez, pas assez, pas assez rapidement. donc ma question pour vous est vraiment, en sont-ils capables? Vous avez une situation où il y a la première ministre et le chef de l'armée. Ce dernier, qui a beaucoup déçu l'administration américaine, s'est rendu à Washington. Il s'est assis avec Lindsey Graham et a déclaré que le Hezbollah n'était pas une organisation terroriste faisant fuir tout le monde. Donc, vous avez la question de savoir s'ils sont prêts et la question de savoir s'ils en sont capables. Donc, je pense que ce sont 2 questions différentes. Premièrement, Ils sont prêts parce que c'est la voie qui est apparemment ancrée économiquement parce que le Hezbollah exerce aussi beaucoup d'influence financière. eh bien, je pense que cela va changer maintenant parce que les FDI ont ciblé beaucoup de leur système bancaire et leurs flux financiers provenant des stations-service et d'autres sources de revenus qu'ils avaient. Il n'y a plus de mouvement d'armes et d'argent à travers la Syrie. Et aussi, bien sûr, les drogues, ce captagon qui leur permettait de respirer. Ils étaient l'organisation terroriste la mieux financée au monde grâce au cartel de drogue qu'ils dirigeaient dans les pays du Triangle en Amérique du Sud. Tout cela a été supprimé. Alors maintenant, la question est, que restera-t-il du Hezbollah le lendemain quand Israël sera toujours en ciblant leurs armes, infrastructures et sources de financement? Et quand l'Iran sera affaibli. Donc, ce n'est pas comme si, je veux dire, l'idée, c'est que l'Iran ne va plus leur envoyer 1 milliard de dollars par an.
Il y a une pétition en ce moment au Liban, d'ailleurs, qui est menée par Samir Jajjar. Samir Jajjar en est le chef. Il n'est pas au Parlement, mais il est le chef du plus grand parti politique chrétien au Liban. Je crois qu'ils ont 21 sièges, si je ne me trompe pas, et ils sont considérés comme un parti politique de droite. Ils sont également en faveur d'une sorte d'accord avec Israël. Ils ne s'opposent pas à des discussions directes avec Israël. Il a dit que l'Iran devrait payer le Liban pour se reconstruire après la guerre. L'Iran devrait se désengager, mais aussi l'Iran devrait verser des compensations pour Well, he's not wrong. les dommages causés en ce moment. Mais c'est ma troisième langue. D'abord, Tu parles une langue européenne, tu parles arabe, tu parles hébreu, tu es doué. Cet idiot ne parle qu'une seule langue et il la parle à peine. Eh bien, ouais, je l'ai vue lors de ce rassemblement catholique où elle a fait un discours. Elle s'est citée environ 365 fois et elle a mentionné Jésus 15 fois. bien sûr, car elle est plus importante, non? Il est Jésus. Il est Jésus. Jonathan, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est ta prédiction? Ma prédiction est très positive. Je pense que c'est en quelque sorte ce qui me pousse à sortir du lit le matin. Et aussi la question de la volonté du public libanais ou de ses capacités. Je pense que nous sommes actuellement dans une position vraiment incroyable avec le gouvernement libanais, les États-Unis et aussi Israël, où je pense que nous devrions avancer parallèlement à l'opération militaire qui doit continuer, et je pense que cela devrait continuer même lorsque nous aurons des discussions avec le Liban. Et cela ne devrait pas faire partie des discussions. Nous devrions mener une opération et nous devrions également avoir des canaux de communication avec le gouvernement libanais pour parler d'une éventuelle normalisation. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de normalisation, mais aussi de parler d'une véritable coopération entre les Libanais et les Israéliens pour démanteler totalement le Hezbollah. Si le gouvernement libanais acceptait, ce serait un scénario idéal pour Israël. Oui, parce que je pense vraiment que les Libanais ne sont pas capables à eux seuls, dans l'état actuel où l'armée libanaise a été sous-financée pendant des années. Elle était pratiquement à sec financièrement. Il y a aussi beaucoup de corruption au sein de l'armée libanaise. Il y a beaucoup d'officiers qui ne soutiennent pas nécessairement à 100% les intérêts libanais et qui soutiennent les intérêts iraniens au sein de l'armée libanaise. Donc, je pense que ce nettoyage devrait avoir lieu au sein de l'armée libanaise. D'ailleurs, cela a commencé avec l'actuel président du Liban. Il a commencé à éliminer la corruption et une certaine forme de déloyauté au sein de l'armée libanaise, mais il reste encore beaucoup de progrès à faire. Et tant que l'armée libanaise reste intacte et ne se démantèle pas, Et ne se regroupe pas ou ne se reconstitue pas. oui, je pense non, je veux dire que ce qui pourrait mener, par exemple, à une guerre civile, c'est l'effondrement de l'armée. Donc, je pense qu'on en est loin. Et tous ceux qui parlent d'une guerre civile ou qui soutiennent une guerre civile au Liban sont les partisans du Hezbollah qui menacent constamment d'une guerre civile. Pourtant, quand on regarde la situation, contrairement aux années 70, la majorité du public libanais, chrétien, musulman, druze, s'oppose au Hezbollah. Donc, ce n'est pas une guerre civile si la majorité de la population s'oppose à une seule milice qui possède des armes. Financé par un pays étranger. Exactement. Donc, ce que vous dites, c'est que la majorité du peuple libanais en a assez. Ah oui, Ils veulent que le Hezbollah parte. Et cela ouvrira une nouvelle ère, Inch'Allah, de paix et de normalisation avec Israël. maintenant, remarquez que beaucoup de Libanais ne prononceront pas le mot paix, mais ils parleront d'une solution durable et à long terme. Oui, qu'est-ce que cela signifie? La paix, D'accord? je ne veux pas dire le mot, exactement. C'est pourquoi je suis optimiste, parce que j'écoute l'opinion publique libanaise, et je sais qu'un jour, j'espère dans un avenir proche, nous irons certainement manger du taboulé, pas du houmous. Ne parlez pas de houmous avec les Libanais. Parlez de taboulé et de shanklish, et de shamkoulish. Et du shanklish et aller dans un bon bar à Beyrouth, Ah oui, prendre quelques verres. carrément. Jonathan, quand tes parents voient ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils te disent? Eh bien, ils ont peur parce que nous avons encore de la famille au Liban. Donc, ils ne veulent pas que la situation intérieure au Liban devienne beaucoup plus intense, comme dans les années 70, mais ils sont aussi optimistes. Je sais que mon père, en 2006, il était optimiste. Vraiment? Quand la guerre a commencé, quand le Hezbollah a kidnappé 3 soldats et que l'opération a débuté et qu'Israël a envahi le Liban, mon père disait
Israël est en train de libérer le sud du Liban. C'était un peu ce qu'on pensait au début. 20 ans plus tard, nous en sommes là. Nous y revoilà, et j'espère que cette fois ce sera la dernière parce que nous l'avons. Nous en avons assez des guerres, les Israéliens aussi, Bednanesh. C'est le slogan que j'entends sans cesse, pas seulement chez les Libanais, mais aussi chez les Israéliens. Nous voulons vivre, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous simplement vivre. Et c'est tout? Merci pour votre travail incroyable, Jonathan Alkouri. Votre histoire est fascinante. Et s'il te plaît, mon Dieu, l'année prochaine, nous prendrons un verre à Beyrouth. Amen.